Donc merci à tous d'être là. Ce sera légèrement plus court que ce que je fais d'habitude parce que c'est un sujet sur lequel c'est plutôt je vais plutôt vous livrer une réflexion qu'un truc purement historique comme je peux faire habituellement. Donc le sujet, c'est pourquoi est-il important de parler du sujet des Indo-Européens. Déjà, première chose, vu qu'on n'est pas nombreux, les Indo-Européens, tout le monde raccroche les wagons. Oui, mais justement, alors c'est ce que j'ai fait dans la précédente présentation où j'essaie de fournir d'autres sources. D'autres sources parce que en fait, c'est vrai qu'en dans l'espace francophone, on a que Georges Mézé et Jean Audry. Et puis les détracteurs, comme Jean-Paul Demoule, par exemple, qui est un des fondateurs d'INRA, et qui a écrit un livre qui s'appelle Mais où sont passés les Indo-Européens, où en fait lui il tend à vouloir invalider toute la théorie autour des Indo-Européens. Alors on appelle souvent ça une théorie, or c'est pas une théorie, c'est plutôt un sujet. C'est un sujet académique, les Indo-Européens. Donc on a vis-à-vis de ce sujet-là, on a une vision partiale et impartiale. C'est-à-dire qu'en fait, bonjour, on peut avoir ce que certains appellent le mythe indo-européen. Et à mon sens, il y a un sujet sous-jacent à tout ça, qui est ce que j'appelle être un vieux fantôme qui entrait la mémoire des Européens. Donc qui confère en fait d'où venons-nous en fait, nous en tant qu'Européens. Et qu'est-ce qui a construit en fait ce que en principe la civilisation européenne devrait être. Je dis bien devrait être parce que aujourd'hui là, la civilisation indo-européenne, elle est un petit peu battue en brèche quand même. J'ai un peu l'impression. Donc en fait, si on veut résumer l'affaire à gros traits, on doit revenir un peu aux racines. On doit revenir au sujet de base, qui sont en fait la racine commune des langues indo-européennes. Enfin, la racine commune des langues européennes, qui sont en fait les langues indo-européennes et le proto-indo-européen. Bon, le proto-indo-européen, il est plus suspecté que attesté, puisque en fait c'est justement en faisant de l'archéologie linguistique qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être des choses là. Mais à titre d'anecdote, en fait, moi je me souviens, j'imagine que vous, ça a dû être la même chose. Quand vous êtes môme et que vous commencez à prendre conscience qu'il existe d'autres langues, moi j'ai souvent mis en parallèle pater, vader et fader. C'est un exemple basique, hein, mais il y en a certainement d'autres. Et donc, à ce moment-là, en fait, quand on commence à regarder le sujet d'un peu plus près, le linguiste, lui, va y voir des choses bien plus précises que nous, on pourrait pressentir, mais même nous, en tant que profane là-dedans, on est quand même capable d'aller identifier quelque chose. C'est donc il y a bien une chose. Voilà. Mais s'il y a une racine linguistique commune, il y a forcément toute la construction qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a forcément une civilisation commune. Il ne peut pas juste y avoir une langue s'il n'y a pas une civilisation qui va avec. Ou des civilisations. Ou ce qu'on appelle en archéologie des cultures. Oui, mais qui sont partie intégrante des cultures. Donc en fait, dès le XVIe siècle, on va retrouver les premiers érudits en fait qui commencent à triturer le sujet et à voir en fait des similitudes linguistiques entre les langues indo-ariennes, iraniennes et européennes. Ça commence dès le XVIe. On peut pas parler à cette époque-là de linguistique. On parle juste de gens très érudits qui commencent à mettre des informations les unes en face des autres. Au XVIIe siècle, ça va être Marcus Zuerius von Boxhorn qui va théoriser une racine commune. C'est la première fois qu'on théorise ça. Mais en fait, ce qui est curieux, c'est qu'on est au XVIIe siècle et que ça va pas être suivi des faits. Lui, en fait, il sort des travaux, mais ça s'arrête là. Il y a personne qui reprend derrière. Au XVIIIe, l'hypothèse va réapparaître avec Sir William Jones, qui va faire une conférence, en fait. Au cours de cette conférence, il va noter les similarités qui existent entre le latin, le sanskrit et le grec. D'accord ? On est au XVIIIe. Mais ce n'est pas avant le XIXe, c'est-à-dire l'étude comparative des langues,
que l'on voit vraiment des travaux académiques faits dessus. Au 19e, l'étude comparative des langues, c'est Franz Bopp. Franz Bopp, il est attesté comme étant en fait le pionnier de l'étude comparative. D'accord ? Et il va produire un premier ouvrage qui s'appelle « Sur le système de conjugaison du sanskrit comparé à celui du grec, du latin, de l'allemand et du perse ». Oui, ils aimaient bien les titres à rallonge à cette époque-là, c'était à la mode. Mais cela dit, on est obligé de mettre ça dans le titre. Donc ça, c'est en 1833. Et en 1852, il va publier un truc qui s'appelle Grammaire comparative. Donc là, on est bien toujours sur des sujets linguistiques, puisque ce sujet démarre comme ça. Et c'est grâce aux travaux de Franz Bopp que vont commencer, ça marque réellement le début des études indo-européennes. Et la réflexion qu'on peut se faire, c'est que l'encre va couler à flot sur ce sujet-là, et coule toujours à flot sur ce sujet. Parce qu'en fait, ce sujet va déranger à plus d'un titre. Notamment à cause de sa récupération à des fins idéologiques, et ce par tous les bords du spectre idéologique. Je ne cible pas spécifiquement des travaux en particulier, mais on va s'atteler à vouloir s'approprier les Indo-Européens pour en fait légitimer quelque chose derrière. D'accord ? Donc, des deux parties du spectre, on va trouver quelque part des gens qui essayent de trouver une culture commune aux Européens afin de glorifier un passé plus ou moins fantasmé pour légitimer une importance culturelle supérieure. En étant les héritiers de cela, on est les héritiers d'un lointain et d'un glorieux passé, conquérant, fondateur des civilisations européennes, etc. Et de l'autre côté, on va avoir l'autre spectre qui va essayer de délégitimer une culture commune aux Européens, ce qui permet en fait sur le long terme de battre en brèche le sentiment d'appartenance. Et je vais y revenir après. En fait, ce que moi j'appelle là le sentiment d'appartenance, au bout du compte, en fait, ces gens vont se servir d'être les détracteurs de la culture commune aux Indo-Européens pour battre en brèche le nationalisme et le patriotisme plus tard. Donc en fait, on est sur un sujet très sensible au final. C'est un sujet, d'ailleurs, il est tellement sensible ce sujet que finalement, à part les gens qui, comme nous, s'y intéressent un peu, ou quelques académiciens dans les facs, 99,9% des gens, ça leur passe. Tout le monde s'en fout des Indo-Européens, alors que c'est central. Petit aparté, si vous avez l'occasion de lire L'école secrète de sagesse, c'est un bouquin qui a été produit par un universitaire allemand spécialisé dans les sociétés discrètes et secrètes, là, vous savez. Ce gars-là, en fait, il a récupéré tous les écrits des Illuminés de Bavière, parce qu'il a accès, en fait, comme c'est un universitaire, il a eu accès au fond des loges maçonniques allemandes. Donc il a récupéré tous les écrits de Adam Weishaupt. Ce bouquin est trouvable très facilement sur Amazon, machin, etc. Alors, hormis tout l'aspect rituel de ces gens-là, qui est complètement délirant, il y a tout un passage où Weishaupt réécrit l'histoire. C'est pour ça, en fait, que je vous note ça à ce moment-là, c'est que alors, il parle pas des Indo-Européens, mais lui, il va parler de l'esprit de clocher qui donne naissance au patriotisme, qui donne naissance à la haine des autres. Enfin, ce gars-là est un gauchiste avant l'heure. Mais lisez-le, c'est frappant. Moi, le bouquin est tout petit, mais alors, c'est une somme de conneries, c'est assez ineffable. Bref. En fait, l'opposition des détracteurs des Indo-Européens et de ceux des pros, en fait, moi je la résume personnellement, là, je vous livre un peu ma façon de voir le truc, entre les conservateurs et les progressistes. Parce qu'en fait,
l'espèce de doxa du progrès veut faire fi du passé, faisons table rase, etc. Donc il faut évacuer le sujet des Indo-Européens. Et même aujourd'hui, même des gens qui n'ont pas conscience de faire ça le font. Un mec comme Jean-Paul Demoule, par exemple, pour reparler de lui, qui a écrit donc Mais où sont passés les Indo-Européens, va s'évertuer à être le détracteur et à virer de l'espace de la réflexion le sujet des Indo-Européens. Il faut absolument le dégager. Et je sais même pas si ce gars-là le fait de manière commandée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que il est dans son idéologie qu'il faut absolument dégager ce sujet-là. Alors moi, ce que je vous livre là, c'est ma réflexion personnelle. On pourrait très bien me dire que je me plante complètement, c'est pas un souci. Mais pour pouvoir rendre acceptable l'invasion migratoire de l'Europe ces dernières décades, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut mettre en avant les racines africaines de l'Europe. Eh oui. Bah oui, c'est obligé. Donc, les tenants, les défenseurs de la théorie africaine du berceau de l'humanité, qui, au passage, est en train d'être évacué de l'espace académique, parce que le grand public n'en a pas forcément conscience, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits ces 10 dernières années. À un moment donné, la théorie Out of Africa... Oui. Parce que tu as la théorie aussi au niveau Chine, etc. Ouais. Alors, on pourra y revenir. Mais c'est parce que c'est en fait dans l'autre sens. Oui. C'est pas Chine vers Europe, c'est plutôt Europe vers Chine. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup... Enfin bon, bref. On est en train de dériver vers ce qu'ils appellent le diffusionnisme, en fait, qui est un foyer de naissance de l'humanité multiple, en fait, et non pas un foyer. D'ailleurs, ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez noté, il y a des articles de presse qui ont été sortis sur Toumaï. Vous connaissez Toumaï? Ouais, un des grands anciens de l'humanité. Après, avant plus, je sais pas. Soit disant. Alors Toumaï, en fait, il y a toujours eu un débat sur Toumaï, parce que les anthropologues sérieux estiment que c'était juste un singe. Bon, c'est des hominidés. Mais surtout qu'ils pouvaient pas se tenir debout. Et là, en fait, il y a un article qui est sorti et ça a été relayé par la presse. Bon, ça m'a fait rigoler parce que c'est vraiment de la propagande. Comme quoi Toumaï, en fait, oui, c'est attesté, ça y est. Toumaï pouvait se tenir debout. Bon, je suis pas rentré plus là-dedans, mais il y a... Par contre, je balance pas, je vois pas derrière. Et donc du coup, en fait, il y a une tendance en fait lourde à évacuer le sujet des Indo-Européens pour glorifier la racine commune africaine. D'accord? Pour résumer. Donc là, c'est là que je parlais de Toumaï. Cela dit, il faut pas non plus confondre tous les sujets. Là, en touchant ce sujet-là, j'ai pas la prétention d'aller travailler sur tout le travail ADN, etc., qui est fait vis-à-vis de la théorie diffusionniste ou africaine. Mais on est vraiment sur deux sujets différents. Le sujet d'Indo-Européen intervient bien plus tard. On est d'accord qu'on est 50 000 ans plus tard, quand même. Cela dit, moi, j'ai une réflexion toute conne, et elle vaut ce qu'elle vaut. Lorsque vous regardez tous les documentaires en fait qui sont faits, on vous décrit toujours les sociétés archaïques et proto-historiques. Les mecs, ils ont des tronches, c'est des Africains. Regardez les documentaires qui sont faits, vous avez vraiment l'impression d'avoir des types de la steppe africaine. Et là, ça pose un problème. Parce que non, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, j'aimerais bien comprendre un truc, au passage. Si vous avez la réponse, faut me la donner. C'est comment, en fait, comment, migrant depuis l'Afrique noire, vous trouvez, en fait, par exemple, l'autre fois, je parlais de la culture de Sinchasta, qui est une culture qui apparaît aux alentours de moins 3000 en Ukraine. Ces mecs-là, sont blancs. Clairement. Donc en fait, ça veut dire qu'ils vont migrer d'Afrique et puis ils vont blanchir au long du chemin, en montant. Je suis désolé, ça peut paraître enfantin, mais je vois pas comment c'est possible. Alors éventuellement l'inverse, peut-être, et encore. Donc, voilà, c'est ça. Donc la réflexion est la suivante.
Depuis l'Afrique noire, des migrations sont intervenues jusqu'aux plaines de l'Ukraine actuelle, où ces gens ont soudainement blanchi, ont développé les racines communes des langues européennes. Bah, je suis désolé, c'est ça leur narratif, hein. Je me trompe pas. J'ai bon. Et c'est-à-dire qu'en fait, nous, on parle de proto-indo-européens, mais en fait, il faudrait parler d'africano-européens, ou la racine commune européenne des langues africaines. Enfin, je sais pas, alors, on parle vraiment dans un truc, c'est pas possible. Mais eux restent là-dessus, ou en fait évitent le sujet. Donc c'est pour ça qu'il convient de parler de ce sujet. À noter, comme je le disais précédemment, les fouilles attestent l'invention du char de guerre et la domestication du cheval sur les plaines ukrainiennes. Pas ailleurs. C'est pas intervenu, mais nulle part ailleurs. Ou alors pour le moment, on n'a pas trouvé. Et a priori, c'est pas le cas. Il n'y a pas de domestication du cheval en moins 3000 dans les plaines africaines. Je me trompe. Ils n'ont pas domestiqué les zèbres, a priori. Ils se nourrissaient pas non plus, a priori, de lait de zèbre. Le bouleversement au sortir du néolithique, vous connaissez la séquence. Fin du néolithique, la période de ce qu'on appelle le chalcolithique, qui est en fait l'âge du cuivre, et ensuite l'âge du bronze. Cette période-là, la révolution néolithique et donc la métallurgie, n'intervient pas ailleurs que là-haut. Donc on est bien là aussi sur un foyer de bouleversement civilisationnel qui intervient bien sur cette région des steppes. Mais même avant. Parce que Shinshasta, c'est même avant le Hallstatt et l'Athènes. Donc, il convient de connaître le sujet sensible des Indo-Européens, puisqu'en fait, il en va de notre conscience en tant qu'Européens, à la fois au sens civilisationnel. Je parle de la conscience des Européens, non pas les gens de la communauté européenne. Nous, en tant qu'Européens. Non, mais parce que en fait, c'est aussi un petit. Mais pour tout vous dire, j'ai très très longtemps refusé d'utiliser le mot européen tout court. Parce qu'en fait, il est tellement connoté derrière de la construction politique. De la destruction politique, de la construction de destruction. Donc, non, voilà, le mot européen a été sali par l'Union européenne. Pour avancer un peu plus sur le sujet, donc, maintenant que j'ai un petit peu brossé le tableau, on peut noter à partir du moment où on commence à avoir les civilisations indo-européennes, on commence à avoir la trifonctionnalité. Alors c'est pas juste parce que c'est notre fantasme de dire ça, c'est quand même attesté. Alors moi, petit gars qui aime l'histoire, je l'ai noté moi juste en lisant des rapports de fouilles. C'est-à-dire que vous avez toujours, je reprends le même exemple parce que c'est celui que je connais le mieux, la civilisation de Shinshasta, par les travaux ADN, on sait qu'ils utilisaient le lait pour se nourrir, le lait de cheval. Ils ont domestiqué les chevaux et dans leur tombe, on trouve bien l'émergence en fait d'une caste de guerriers qui conduisaient des chars, qui avaient des armes en bronze, etc. Donc on est bien en fait sur l'émergence d'une caste guerrière. Mais on voit également qu'on est sur l'émergence des autres castes. Donc en fait, on voit là l'émergence de la trifonctionnalité. Donc je reprends la définition de Georges Dumézil relative à la trilogie des dieux indo-européens, Jupiter, Mars et Quirinus, qui symbolisent respectivement la fonction sacerdotale, la fonction guerrière et la fonction productive, ce que plus tard on appelle laboratores, bellatores, oratores. Quirinus, pour la petite aparté, c'est l'un des plus anciens dieux romains, il est l'une des divinités archaïques dont le culte constitue le fond indo-européen de la religion romaine. Là aussi, il convient, je pense, dans notre langage, de ne plus utiliser les termes de mythologie. Non, c'est des religions. Ce sont des religions à part entière. Bon, moi, je suis pas spécialement un dévot de Bacchus, mais je peux reconnaître que c'est une religion. Donc la trifonctionnalité, qui est la construction organique de la société, c'est une organisation, alors ça aussi c'est ma réflexion, mais ça peut être celle des autres, une organisation naturelle basée sur l'expérience du quotidien des civilisations.
Moi, c'est la définition que personnellement j'en donne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces gens en fait confrontés à leur milieu. Ils vont être confrontés à la nature. Ils vont être confrontés aux animaux, aux autres hommes, par les flux à la fois commerciaux, guerriers, etc., la possession des terres. Ces gens-là, en fait, vont développer, au contact de cette réalité, ils vont développer un système civilisationnel qui fonctionne. Et qui va fonctionner jusqu'à ce qu'on lui mette un coup d'arrêt. Alors, on peut discuter sur le moment où on met un coup d'arrêt à cette chose-là. C'est un peu l'arrivée du néo-christianisme. Moi, je vais plus loin que ça, mais peu importe. Au sortir du néolithique, alors si on essaye de brosser un peu le tableau, au sortir du néolithique, on a des peuples qui vont se sédentariser. D'accord ? Donc ça, c'est acquis, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on va voir apparaître les notions de protection de la communauté et des biens. Parce qu'à partir du moment où on se sédentarise, on va vouloir faire des réserves, etc. Et vont apparaître les premières constructions militaires, notamment. Parce qu'on a besoin, en fait, d'accumuler de la nourriture à long terme, mais on a aussi besoin de guides spirituels. Alors, si on imagine un petit peu ce que pouvait être un habitat de ces premières civilisations, vous avez certainement quelques familles qui vont élever des animaux pour pouvoir se nourrir et pouvoir se transporter, etc., et pouvoir se vêtir, enfin tout ce qui va avec. Mais les premiers, on sait que les premiers à élever les chevaux vont le faire pour le lait. Ils vont commencer à faire de la culture, et en phase 2, ils vont avoir quoi? Des animaux sauvages, des communautés humaines qui vont constituer des menaces potentielles. Donc c'est donc, à mon sens, naturel que des hommes parmi ces communautés-là prennent le rôle de guerriers. C'est normal que parmi ces communautés-là, d'autres prennent le rôle de, je sais pas moi, de métallurgistes, de forgerons, etc. Il y avait certainement des gens qui faisaient de la vannerie. Enfin, donc c'est parce qu'en fait, on va avoir besoin de ces activités-là qu'on va créer ces castes qui vont durer. Donc moi, en fait, je l'ai fait durer jusqu'à la Révolution française, à un moment donné où, en fait, on va dégager les corporations de métiers. Parce que finalement, on pourrait, je pense, si on faisait un travail sérieux, tracer, je sais pas moi, le travail d'un charron du 18e, le tracer quasiment jusqu'à ces époques-là. Parce que, en fait, par expérimentation successive, en fait, ces castes vont transmettre des savoir-faire, etc. Donc, pour en revenir aux guerriers, qui est souvent un de mes sujets favoris, parce que j'étudie beaucoup ça, ces gens-là, eux aussi, comme le charron que j'évoquais, va pratiquer l'art de la guerre, va perfectionner et l'adapter, et tout cela va évoluer au fur et à mesure des siècles. Donc, comme vont le faire les cultivateurs, les artisans, etc. Mais dans ces communautés-là va survenir la mort également. Vont survenir également les mystères liés à tout leur environnement. Moi, je sais pas, est-ce que des fois vous imaginez, j'en sais rien, moi, un de ces gars-là ou une femme en train d'aller, je sais pas, chercher de l'eau à la rivière, et puis d'un coup il y a un orage qui se déclenche. Vous avez pas la science derrière, vous n'êtes pas passé par l'école républicaine qui vous expliquait que c'est l'électricité statique de l'air, machin. Tout ça, on s'en fout. D'un coup, en fait, vous avez ce déclenchement violent de la nature. Et qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, ils vont se tourner forcément à ce moment-là vers des guides spirituels. Les saisons, le rythme des saisons également. Et donc, c'est là que émergeront les oratores, les prêtres. Donc, c'est comme ça, en fait, très rapidement, très simplement, qu'on a donc le laboratores, bellatores, oratores. Ce sont ces trois catégories d'individus qui cimentent les communautés humaines. Et qui vont cimenter les communautés humaines jusqu'à ce qu'on leur foute un coup de couperet brusque. Alors, vous allez peut-être me le reprocher, mais moi je pense réellement que le couperet tombe à la Révolution française. Je pourrais développer là-dessus. Mais pour le moment, revenons un petit peu à une autre caste, la caste des bellatores. La caste des bellatores va constituer l'aristocratie. C'est pour ça que le sujet indo-européen est intéressant, c'est que si vous suivez bien mon raisonnement, on part quand même de l'aube de la civilisation, donc la fin du néolithique, jusqu'au fameux coup d'arrêt où l'aristocratie elle est balayée au profit d'un autre truc.
L'aristocratie, en fait, elle est fondamentale. Aristocratie veut dire le gouvernement des meilleurs, bien d'accord. Mais elle est issue de cette caste guerrière de Bella Torres. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, aux alentours du XIVe siècle, cette caste guerrière tombe dans un travers, puisque l'aristocratie est scindée en deux. On a bien la noblesse de robe et la noblesse d'épée. La noblesse de robe qui va sonner le glas finalement de tout ça. Et maintenant, parce que en fait, chaque niveau du prix, c'est que le vote de. Exactement. On achète une charge. Donc là, en fait, l'émergence de l'aristocratie, moi je la vois liée à la sédentarisation. La sédentarisation, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est à un moment donné, vous décidez que ce territoire vous appartient. C'est votre pays. Enfin, c'est les terres du clan d'abord. Et puis plusieurs clans, ce sera les terres du royaume, etc. La sédentarisation confère au sujet de la possession de la terre. Et ceux qui possèdent la terre possèdent le pouvoir. Aujourd'hui, on essaye depuis le 14e, on essaye de dégager ce truc-là. Le pouvoir terrien que l'on peut opposer, donc, à la fortune volatile et apatride. Si vous observez la société aujourd'hui, on est encore, alors, si vous possédez des biens, vous êtes encore un peu puissant, entre guillemets. Mais globalement, on tend à contrebalancer ce pouvoir-là par le pouvoir volatile bancaire. Aujourd'hui, vous voulez acheter un bien, ça dépend pas de votre volonté propre. Il y a un tiers, en fait, qui va décider si vous pouvez accéder. De même, au fur et à mesure, la République a fait en sorte de créer des lois de plus en plus contraignantes pour que même, que vous n'êtes même plus le seigneur sur votre terre. Votre petit 2000 mètres carrés, là, si un morceau de votre jardin a été classifié en zone nature, j'ai eu le cas aujourd'hui chez des clients, tu peux rien faire, t'as pas le droit. T'es chez toi, mais tu peux rien faire. Ta gueule. Bon, ok. Donc sans le pouvoir terrien, il ne peut pas y avoir d'aristocratie. Sans aristocratie, il n'y a pas le gouvernement des meilleurs, il y a le gouvernement des médiocres. Et donc, l'apparition des cultures indo-européennes nous plonge directement dans le sujet de la position de la terre. Je reviens rapidement en fait sur ce que je disais sur la culture Sri Shasta. Elle apparaît aux alentours de 3000. J'avais pris cet exemple précédemment parce que on voit typiquement une culture archaïque, mais une culture vraiment proto-historique, travailler l'ouvrage militaire. À partir du moment où on travaille un ouvrage militaire, c'est qu'on a un truc à défendre. Donc ça veut dire que par raisonnement, on peut se dire que des gens voulaient certainement piquer ce territoire-là. Donc en fait, à partir du moment où on touche le sujet indo-européen, on touche directement ce qui nous, je pense, autour de cette table-là, nous affecte, la notion d'appartenance, la terre, donc la terre de nos pères, le patriotisme, etc. Donc ça commence quand même très très tôt dans l'histoire humaine, n'en déplaise à nos détracteurs. C'est pas qu'une construction, parce qu'en fait, il y a aussi ça qui traîne dans les milieux académiques, c'est que tout ça n'est qu'une construction sociale. Ce que nous sommes, si nous sommes nationalistes ou patriotes, nous ne sommes que des gens qui ont une construction sociale un peu éthérée. Mais non, désolé, c'est pas vrai. Dans cette culture, on voit se développer cette fameuse caste guerrière. Et j'en veux pour preuve le mobilier en fait funéraire. Bon, parce que bêtement, on peut se dire que si le gars est pas important, on va pas y coller tout un tas de trucs dans sa tombe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît un peu bizarre, en principe. Voilà. Et donc, on pourrait presque se dire que de cette période-là lointaine, tout ça en fait va évoluer et va guider l'histoire de l'Europe jusque ce que moi j'estime être la fin, c'est-à-dire la Révolution française. Puisque finalement, de ces notions-là vont découler la féodalité, les royautés, etc. Et donc, je vous emmène vers une réflexion contemporaine.
Parce que finalement, on l'a évoqué tout à l'heure, nous, en face de nous, on a des fortunes mondialisées, des multinationales apatrides. Alors, je sais pas si volontairement, ils infectent les milieux académiques pour que ces sujets-là ne soient pas étudiés. Ça serait de la théorie du complot de très très haut vol, quand même, faut pas exagérer. Mais il y a quand même cette idéologie qui fait que, en fait, on infecte les milieux académiques pour pas qu'en fait ces notions perdurent finalement. On a donc une idéologie qui se diffuse depuis plusieurs siècles maintenant et qui veut à tout prix remettre en question l'organisation traditionnelle, plusieurs fois millénaire, des sociétés humaines en Europe. Et là, on parle bien de l'Europe. Je n'irai pas me lancer sur l'Asie, etc. Mais en Asie, je pense qu'on peut trouver des choses similaires, puisque si on regarde les travaux qui ont été faits sur les migrations indo-européennes, on s'aperçoit que finalement, on va essaimer là-bas aussi. Parce qu'on a retrouvé des momies dans des pyramides chinoises, c'était des blonds aux yeux bleus. C'est con. Apparemment, on est allé là-bas aussi. Vous pouvez aussi vous amuser à taquiner l'Égypte ancienne, c'est drôle. Les premiers pharaons, ils ressemblent pas aux gars du cru actuellement. Du tout. Ça doit les emmerder, je pense, un peu. Mais bon. Donc, pour vous donner juste un petit repère, aux alentours du XIVe siècle, on voit émerger cette fameuse opposition pouvoir terrien contre fortune apatride. On va se la prendre. Vous voulez non, c'est bon. Vous craignez pas là. Et on voit s'opposer donc la fortune apatride contre l'aristocratie terrienne. L'aristocratie terrienne contre les fortunes bancaires. Les premières fortunes bancaires à venir au début du XIVe siècle, on commence à voir apparaître le marketeur sur les bateaux. Parce qu'en fait, les armateurs font prendre des parts de marché. Ça commence à ces époques-là. Absolument, mais ça commence même un tout petit peu avant, dans le milieu du XIIIe siècle. Bruges, qui était donc le partenaire commercial de Venise, au moment où la cité italienne ça s'appelait l'expansion, Venise qui était une ville. Je dis ça, je dis rien. C'est là que, c'est à Bruges, en fait, dès le XIIIe siècle, que va apparaître la première bourse moderne, telle que vous pouvez voir Wall Street. Vous aviez la première à Bruges. Les représentants, en fait, avaient implanté des comptoirs. Des représentants de différents pays avaient implanté des comptoirs à Bruges, etc. Il y a une citation. Une nation. Oui, alors, là aussi. Ils utilisaient le terme nation. Une nation était une association de marchands étrangers qui louaient le plus souvent ses propres bâtiments. Les marchands y échangeaient les monnaies de toute l'Europe et fixaient les prix futurs des marchandises, ce qui nécessitait d'anticiper l'évolution de l'offre et de la demande aux quatre coins du monde connu. C'est ce qu'on vit actuellement. Je cite, des Espagnols, des Italiens, des Anglais, des Allemands, des Orientaux s'y rendent. Bref, toutes les nations ensemble. C'est beau. Donc ça, c'est un certain Hieronymus Münzer, un médecin allemand de Nuremberg, qui raconte ça dans un de ses bouquins, ses carnets de voyage au XVe siècle. Et donc, comme je vous le disais précédemment, ma démonstration ne saurait être complète sans l'épisode de la Révolution française. Moi, ce que je vois dans la Révolution française, c'est avant tout le triomphe de la fortune apatride. Et ce qui est très 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 bien joué de leur part, c'est qu'ils vont déclarer la patrie en danger. Enfin, ces mecs sont des Macron avant l'heure. C'est-à-dire qu'ils vous disent un truc pour pouvoir vous la mettre derrière. Et... c'est très fort. Parce qu'en fait, la patrie en danger... déjà, c'est nous qui vont se tuer. Mais en plus de ça, ça va permettre d'évacuer toute velléité de possession terrienne. Ça va permettre de créer le décret d'Allard et la loi Le Chapelier, donc les assemblements de travailleurs et des corporations de métiers.
Ça va permettre de bousiller le roi. Hein. Alors c'est hautement symbolique tuer un roi. Parce qu'en fait, quand on tue un roi, on tue Dieu. Hein. Donc ils font pas ça par hasard. Hein. Et ce faisant, alors moi c'est mon point de vue, hein, peut-être qu'on peut en discuter, mais ils vont mettre fin à tout ce cycle qui démarre au néolithique. Ils vont mettre fin en fait à toute cette grande lignée finalement. Alors c'est pas les mêmes. Un roi, les rois sorciers irlandais de la période de Stonehenge, c'est pas les mêmes que nos rois de France, Philippe le Bel. Mais on avait toujours le même principe. On a toujours eu ce principe directeur. Donc, je trouve ça intéressant de noter que depuis toutes les sociétés européennes à aujourd'hui, nous voyons passer des chasseurs-cueilleurs nomades, devenir des possédants terriens sur un territoire donné, puis des chefs de clans, de tribus, puis sous l'impulsion romaine des seigneurs terriens qui deviendront des féodaux terminés. À la Révolution française, dépouillés de leur terre et de leur caractère bellicoresse pour devenir apatrides possédant la fortune. Pour conclure, ce n'est qu'en ayant une connaissance solide de ce sujet que nous pouvons envisager l'importance d'une société basée sur la trifonctionnalité. Ce faisant, elle permet d'envisager une autre société que celle dans laquelle nous vivons. Cette société dans laquelle nous vivons a la fortune volatile et pour beaucoup, il semble être qu'un horizon indépassable. Pour parler à n'importe qui. Alors non, c'est pas un horizon indépassable. Il existe un autre modèle de société, celui où chacun peut jouer un rôle fondamental. C'est une société organique. Ce n'est qu'en abordant le sujet des Indo-Européens que l'on peut discerner le caractère primordial de la civilisation européenne au sens large, cette civilisation qui a donné de la grandeur à l'homme, cette civilisation qui, dans son infinie mansuétude, a permis elle-même les graines de son déclin. Car oui, finalement, Germanicus affrontant Arminius sur les rives du Weser en 16 après Jésus-Christ n'était finalement qu'une querelle entre cousins et autres. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Vous avez des réflexions? Vous n'êtes pas d'accord? J'aimerais bien que vous ne soyez pas d'accord, parce que avant la Révolution française avec Louis XIV. Avec la centralisation. Moi, j'ai commencé à dire, moi, je vais un peu plus loin, c'est François Ier. Bah, de fait, oui. Oui, forcément. Le premier, il s'emballe ses banquiers avec lui, mais ses banquiers commencent à naître au XIVe siècle, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, oui, t'as raison. Ça commence pas là. Mais, non, bien sûr. Mais, les financiers ont pris beaucoup de poids avec les grandes découvertes aussi. Tu analyses au départ, quand le christianisme prend son essor, c'est la caste des sénateurs, qui avaient des grands, qui vivaient sur des grands territoires, Oui. des salons l'époque qui rapportaient 500 et il y avait à côté. Il doit aller faire un garde, c'est ça? Pas d'un chevalier, c'est le terme exact. Les équisses. La caste La caste, tout ça. Des équisses. Et n'avait pas le pouvoir. Et en fait, ils sont servis quand le théocratie commence à apparaître à Rome, c'est d'une part, elle enseigne que tu peux travailler pour la gloire de Dieu, tu ne te révoltes pas, tu es sur la terre, c'est bon, etc. Bon, tu es là pour servir. Donc, il n'y a pas de... Bon, mais Rome était déjà en train d'être en décadence avant même l'arrivée du christianisme. Hein. Ah oui. Oui, voilà. Donc, de toute façon, que tu aurais un bouddhisme, ça aurait été pareil. Hein. Ça aurait été D'ailleurs, oui. Ça aurait été drôle. Et c'est vrai que, et là, en fait, donc, un pouvoir où ce qu'on appelait les chevaliers au niveau de Rome, etc. Les écutesses, qui prennent le pouvoir tranquillement, et les gens ne se révoltent pas. Ouais, mais c'est pas, je veux bien, mais ça suffit pas. Non, en fait, Rome, en fait, devient chrétienne, mais Rome devenant chrétienne, ça va quand même donner derrière,
le royaume de France, puisque le royaume de France va être créé. Et la non, c'est pas ça. Non, écoute bien ce que je veux dire. Les préfets, les préfectures romaines, ça devient des diocèses. Donc en fait, finalement, la construction romaine fait que derrière, on a un royaume de France derrière. Donc non, moi je pense pas que le fait que Rome devienne chrétienne fout un coup d'arrêt à quoi que ce soit. Ça continue. Parce qu'en fait, bon après là, je vais devenir hérétique, donc je ferme ma gueule. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on change pas de religion tant que ça. En fait. Non. Parce qu'en fait, on ne bouleverse pas les ordres. Non, mais sûr. Tu vois? T'aurais mis le judaïsme à la place. Là, on cause. Parce que là, oui, on va changer. Mais le christianisme, c'est une dérive du judaïsme. Hein. Ouais, mais au niveau des dogmes, ça renverse tout. Non, c'est complètement différent au final. Oui. Disons qu'en fait, par rapport, c'était pour la doctrine chrétienne traduite par les évangiles ou par etc. Donc tu vas retrouver des choses qui vont contre la caste judaïque d'origine. Oui, le Sanhédrin, oui. Oui, le Sanhédrin. La base, c'est la même au départ. On va dire que le judaïsme n'a pas arrêté de se galvauder lui-même, à force de faire loi sur loi sur loi sur loi. Et au final, c'était ultra orthopratique, c'était invivable. Et au bout d'un moment, Jésus, il est venu, il a renversé le truc, il a dit, bon, c'est plus simple que ce que vous pensez. Et on va revenir aux fondamentaux de la loi de Moïse, on va revenir aux plus grands fondamentaux il y a très longtemps encore. Et maintenant, je réinstaure la vraie règle et puis la vraie spiritualité. Et donc, c'est complètement d'accord avec Paul, finalement. Que la loi de Moïse, c'était pas la nôtre, en tout cas, ça c'est sûr. Mais bon, après, moi, je rentre rarement dans ce sujet-là parce que je pense qu'il est pas si non, il est pas si important que ça finalement. Parce qu'en fait, Rome va chuter, mais en chutant, va faire grandir quelque chose de nouveau. Donc c'est pas grave. Tant que ça sert la cause européenne, à la limite, ça me gêne pas. Tu vois, si par exemple les Germains avaient pris de l'ascendant et que maintenant tout le monde priait Wotan. Non mais tu vois, ok. En fait, la civilisation européenne, elle aurait continué de grandir. Oui. Donc à la limite, elle a digéré finalement le christianisme et débarrassé de ses éléments juifs. Le problème de l'incroyance et de l'impiété. Ah oui, c'est qu'à chaque fois qu'une civilisation, on remarque souvent, les quelques siècles ou les quelques décennies où les gens ils arrêtent de pratiquer une religion, ou les gens autochtones, je parle pas des migrants qui viennent apporter la leur. Dès que les autochtones arrêtent de pratiquer une religion donnée, bizarrement ça indique c'est concomitant avec une fin de civilisation. Voilà, donc, c'était valable avec les Grecs qui étaient avant très puritains, ils sont devenus des dégénérés, partouzards et tout. Pareil avec les Romains, il y avait pas mal de divorces alors qu'avant ça existait quasiment pas. Et pareil chez nous, là, vous voyez, plus tu vois une déchristianisation et plus tu vois une décadence des mœurs. Et plus et face à la dénatalité, plus t'es obligé de faire venir des migrants de partout pour essayer de compenser la démographie déclinante. Tu vois, c'est toujours comme ça. Les Romains avaient aussi un problème de démographie à cause de la décadence des mœurs. C'est toujours pareil. Si on était resté religieux, que ce soit chrétien ou autre, on était religieux, pratiquant et tout. Ça remettait pas en cause. La grandeur européenne, elle serait à des sommets un grand mirobolant, quoi. Oui, d'ailleurs, au Moyen-Âge, finalement, la société qu'on avait était héritée de la tripartition du Messie. Et justement, comme les chrétiens ne pouvaient pas pratiquer l'usure, donc quelque part, à l'époque, les usuriers étaient cantonnés aux fonctions inférieures. Le problème, c'est quand ils ont commencé à prendre le dessus. Ils ont pris le dessus. Ils ont pris le dessus et ensuite ça a inversé. C'est pour ça que je classe la chute de notre civilisation à la Révolution, parce que c'est la revanche de l'usure. Tout à fait. C'est l'ascenseur social. On a supprimé toute barrière à ce moment-là. Mais il n'y avait même pas besoin de banque pour la plupart des gens, puisque avant les gens ils étaient tellement communautaires, ils étaient tellement dans l'entraide de la solidarité qu'ils se prêtaient les uns les autres, et à taux zéro évidemment. Alors que maintenant t'es obligé d'aller à la Société Générale ou à BNP Paribas pour te faire prêter des sous pour faire construire ta maison.
Tu vois, donc avec un taux d'intérêt évidemment, parce que faut qu'il fasse du blé, c'est une entreprise à part entière. Et donc quelque part c'est les juifs et les protestants qui s'engraissent. Hein. Par contre, le protestantisme a joué un rôle considérable. Je pose la question. L'avenir, vous voyez comment? Très sombre pendant un moment. Après, ça va régénérer. Ouais, mais pendant pour l'heure actuelle, moi, je la vois pareil d'une vitesse. Ah oui, non. Les 20 ans prochaines années, ça va être une catastrophe. Hein. Ouais. Mais après, on va redémarrer. Ouais. Voilà. Pourquoi non? Mais tu crois? Pourquoi 20 ans? Pendant 20 ans, le temps qu'on se réajuste par rapport à la diminution de toutes les ressources. 50. Oui. Non, mais parce qu'en fait, il faut qu'on se réajuste par rapport à la diminution drastique de toutes les ressources dont on a besoin pour notre civilisation. Tu vois. Pourquoi pas un siècle? Oui, on est déjà dedans. Les deux pieds et deux mains dedans. Justement, mais d'ailleurs, la mythologie on y est rentré. En gros, pour l'instant, ça va. C'est pour masquer le fait qu'on est dans des croissances des ressources en matière première, que ce soit de type énergétique ou pour la fabrication de produits finis. On n'est pas en décroissance. Non, on n'est pas en décroissance. Non, on est en décroissance, c'est ça. Non, c'est juste que les Américains veulent imposer leur prix, alors que jusqu'à présent. La Russie a jamais été plus riche. Oui, mais c'est que la Russie ou que le Venezuela ou que les États-Unis. Les ressources françaises n'ont pas diminué. Et la Russie ou le Canada, ils regorgent de forêts, ils regorgent de mines, ils regorgent de pétrole. Sauf que le Canada, les vend pas le même prix que les Russes. C'est toujours des pays qui sont plus favorables. Voilà, même l'Afrique. Juste sauf que le Canada ne les vend pas au même prix que les Russes. Mais globalement, on manque de ressources. On peut pas consommer comme ça infiniment. Pierre, je te coupe. En France, on a tout ce qu'il faut. Non, justement, on a quasiment rien. Si, on a pas mal de choses, les gens le savent pas. Et maintenant, à l'heure actuelle, on rachète en Ukraine, on achète en Russie, on achète dans les pays étrangers. Ok. Regarde, bon là, on diminue l'effet du pétrole, mais par contre, t'as vu le gaz, comment il a remonté, t'as vu l'électricité, comment ça remonte. Oui. Non, c'est un truc de fou. Maintenant, tu vas m'expliquer comment. Là, on parle de la préhistoire, comme monsieur parlait. On parle de la préhistoire. Les gens, ce que tu disais tout à l'heure, qui n'était pas faux, c'est à l'époque, on échangeait. Entre dans un village, dans un quartier de ville, on s'échangeait beaucoup. À l'heure actuelle, maintenant, excuse-moi de te couper. À l'heure actuelle, t'as combien de gens qui vont dire, voilà, j'ai de lait, tu peux me donner une saucisse? À l'heure actuelle. Oui, à l'heure actuelle, mais c'est tout simple, mais c'est normal. C'est quand je vois que ce soit à gauche ou à droite, c'est-à-dire à gauche, on va faire une communauté hippie dans un quartier ou dans un village, et à chaque fois ça se casse la gueule, ou alors ça s'essouffle sans se casser trop la gueule, mais ça part en vrille, de toute manière. Pareil chez les droitards, vous savez combien de fois qu'on essaye de réinstaurer un espèce de communautarisme blanc, et à chaque fois ça se casse la gueule, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a jamais le soubassement religieux derrière. C'est parce que c'est ça qui faisait qu'il y avait de la solidarité très forte entre les gens, et maintenant qu'il n'y a plus. Voilà, alors tu connais très bien mon passé. On veut faire des omelettes sans les œufs, en fait. Voilà. Tu connais très bien l'omelette, on n'arrive jamais à la faire. Tu connais très bien mon passé, c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Maintenant, à l'heure actuelle, comment tu veux faire ce système de solidarité? Il faut pas le faire, on s'en fout. Mais ça vient naturellement. Déjà, faut commencer entre nous, déjà, avant de s'occuper de... Mais ça vient naturellement. Oui. Il suffit juste de réinstaurer on va dire, sans parler de religion au sens strict, on va dire de ritualiser, de spiritualité ritualisée, voilà, ça suffit pour que ça fasse de la solidarité. Je suis d'accord, en fait, les comportements, ils déclinent des valeurs. Donc si effectivement il n'y a pas de valeur noble, déjà commune, mais surtout noble, c'est-à-dire effectivement soit de partage, d'entraide ou autre, que tu aies justement par exemple une table pleine de nourriture. Ouais. Si tu considères que c'est ça l'abondance, pour reprendre un mot, ouais. Tu vas dire moi l'abondance c'est que pour moi et j'en aurai jamais assez. Par contre, si au niveau de tes valeurs tu considères que déjà tu en as suffisamment assez pour toi, que tu peux partager, et cette table elle te suffit parce qu'elle est remplie de nourriture et tu peux la partager. D'accord. Et donc je pense qu'effectivement la première chose c'est
les comportements d'aujourd'hui déclinent des valeurs ou du manque de valeurs ou des valeurs détériorées. Ou l'inversion des valeurs. Ou l'inversion des valeurs, voilà, qui ont été mises en place et bien évidemment qui après sont rentrées dans l'habitude, dans les comportements, etc. quoi. Et ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, moi, je suis intimement persuadée qu'il ne manque pas de ressources, pas plus alimentaires que l'énergie, etc. Sauf qu'il y en a un certain nombre qui les ont mises de côté, qui font de la spéculation avec. Je vous donne un exemple parce que je connais, pas directement, mais j'ai des personnes, je connais des personnes en Allemagne. Les Allemands et ceux qui travaillent dans le milieu énergétique savent, leurs stocks sont pleins à 80% de gaz. Hein. Okay. Le Nord Stream qui alimente, il a été financé par les Russes et les Allemands, etc. Leurs stocks sont à 80% pleins. Okay. Mais on leur dit, comme partout, pénurie, donc les prix. C'est la mécanique qui a été mise en place pour jouer. Alors un coup c'est le gaz, en Afrique ils ont fait ça avec le cacao, etc. Donc à un moment effectivement il y a des gens qui achètent, que ce soit une denrée alimentaire, du blé ou du gaz ou je sais pas quoi, qui stockent. Et puis qui font la pluie et le beau temps, je garde, la moutarde, hein, exemple. Oui, la moutarde, ça c'est le pire. C'est fait exprès pour montrer qui a le pouvoir, en fait. Parce que fondamentalement, on peut se passer de moutarde pendant 2 mois. Mais là, pourquoi ? Parce que, et partout dans chaque supermarché, dans chaque petite épicerie, c'est marqué, il y a une pénurie de moutarde, Et comme ça, tous les jours, vous avez l'affiche, et Madame Michu, tous les jours, quand elle fait ses courses, voilà. Et en plus, on vous dit, à cause de qui ça, comme par hasard, voilà. Donc, à cause de la Russie. Parce que la moutarde est fabriquée en Ukraine. Voilà, je pense que c'est plus profond que ça. C'est juste que les spéculateurs sont des outils pour les mondialistes. Le but, c'est de diminuer la population mondiale et de les paupériser aussi. Oui. Ou détresser et puis de leur déshabituer. Pour que la décroissance soit plus pilotable, plutôt qu'on atteigne le mur et qu'elle soit pas pilotable. Mais c'est pas la décroissance. Non, c'est le dressage de la population, oui. Non. Oui, mais par rapport à une décroissance auquel on va buter. On va venir comme des lions. C'est un coup de fouet que les gens, ils voudraient qu'on rentre dans une case. Mais on n'est pas rentré dans une case. Tu ne gères pas avec des fois, là. Non. Non, mais il faut le mettre dans une case. Ça compte des lions, en tout cas. Et on va pas rentrer dans une case. Toi, tais-toi, Pierre. Après, tout le monde est là. On n'est pas pareil. Ouais. On vit chacun de notre vie. Bon, on se retrouve là, on discute. Mais, on n'est pas rentré dans un cercle, quoi. Chacun vit sa vie, chacun doit faire sa vie, surtout. Et ce qui est intéressant avec cette conférence, moi je sais pas si vous avez écrit un livre ou pas, je sais pas. Mais non, mais. Faut vous le fassiez. Au moins, l'article de parole. Déjà, il y a Rosé Antonio qui est avoir des valeurs partagées, c'est, c'est connaître et reconnaître une histoire. Ouais. Une ou plusieurs, même si elles sont différentes. Et donc ça fait partie, effectivement, d'un legs et d'un héritage à partager ou à redéfricher parce qu'effectivement il a été mis de côté ou sous le tapis, donc celui-ci et donc on peut présumer que sur la science, que ce soit l'archéologie, c'est exactement pareil que sur les autres sciences, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont avec une étiquette je suis scientifique et je suis expert, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure sur et je parle, et puis les autres qui n'ont pas le même avis, ils ont moins de tribunes ou ils ont moins de fonds pour financer leur recherche. Pas l'autorité, donc. Et du coup, ils ont peut-être pas la chair de prof d'histoire. Certains noms, Chaudry, il s'est fait sucrer ça. Oui, c'est ça. Sa chaire d'études indo-européennes à l'université de Lyon, parce qu'il faisait partie de Carré Peuple. Par exemple. Mais il y en a, ils font exprès de camoufler les découvertes parce qu'ils sont pas dans le fil directeur du narratif historique, notamment sur l'histoire avant l'histoire, ce qu'on appelle la préhistoire, et ils avaient découvert qu'il y avait une humanité encore bien plus ancienne que ce qui était prévu en Amérique du Nord. Et juste ça a été mis un peu sous le tapis parce que justement la personne, c'était une femme d'ailleurs, qui faisait de l'archéologie, a décidé de préserver, on va dire, ses financements et aussi sa notoriété, son pouvoir de recherche, en tant que personne qui faisait de la recherche, qui faisait de l'archéologie. Et voilà, le problème c'est que c'est en cela que, c'est un indice supplémentaire qui montre qu'en fait, la soi-disant communauté scientifique, surtout sa pléthore de spectres, en fait, c'est pas forcément digne de confiance. Je donnais l'exemple juste, je n'avais pas
prévu la conf, mais je racontais à Maxime, là, cet été en vacances, juste un truc anodin. Voilà, moi j'étais en train de faire de la rando, les volcans d'Auvergne, et puis du coup, petit village touristique, conférence d'un vulcanologue sur les volcans d'Auvergne. Très bien, j'y vais et tout, bon, mode vacances, hein, et puis je me dis, bah pourquoi pas. Puis il commence, il monte la carte, puis donc, grand écran, volcan d'Auvergne, et puis il y avait le Puy-de-Dôme et le Cantal. Bon, tiens, il en manque. Il a manqué un peu, là. Il fait sa conférence, et en même temps, projection, super film, super cinéma, super image. Et puis, quand même, les monts d'Ardèche, la Sarlès, donc bien sûr, je me dis, il doit y avoir un truc. Pas raté, le générique de fin, financement, Conseil général du Puy-de-Dôme. Ok, j'avais compris, quoi. J'ai quand même posé la question. Et alors au début, monsieur le scientifique, il m'explique que moi j'y connais rien et que lui il sait où sont les volcans et que voilà. Bon, donc déjà premier réflexe, c'est je sais et vous savez pas. Puis bon, comme je dis, mais écoutez, moi je suis pas scientifique, mais je suppose quand même qu'en hauteur il y a des volcans, il y en a certainement ailleurs. Alors après, il noie le poisson, hein, argumentaire 2, c'est des volcans, il y en a partout sur la Terre. Mais le fond, et après je dis, mais fondamentalement, monsieur, moi, je vous reproche rien, c'est juste que, en fait, vous avez fait un film sponsorisé par le Conseil général du Puy-de-Dôme, c'est un film de com'. Il est très bien fait, il est scientifiquement très bien fait. Mais il avait juste à dire qu'il était financé par X, et après, et in fine, il me dit, ah, mais oui, mais sur la Haute-Loire, on a demandé les financements, on les a pas obtenus. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, son analyse dite scientifique, elle n'est pas objective. Elle est juste sponsorisée par rapport au financement. Ce que tu dis, ça me fait penser à un truc qui est arrivé il y a peut-être 3-4 ans, je crois. Il y a une historienne suédoise, je crois. Il retrouve un morceau de tissu, truc tissé, viking, donc nordique. Et dessus, en fait, elle croit lire le mot Allah. D'accord. Bon. Bizarre. Elle fait une publication scientifique, un truc, ça fout un bordel pas croyable. Les vikings, ils vénéraient Allah, enfin, ça part complètement en couille. Bon. Et il y a un type, un Suédois, qui a fait un travail d'enquête sur cette bonne femme-là. Parce que ça a été repris par les médias de grand chemin. Forcément. Bah, dès qu'il s'agit de mettre en avant Allah, hein, surtout si les Vikings deviennent musulmans, ça c'est, là c'est le top, ils sont contents. Donc, en fait, après enquête, cette nana, pour pouvoir garder ses financements académiques, elle est financée par un fonds d'une banque suédoise. Alors le titre exact du fonds, je sais plus, mais c'est en gros pour la promotion du multiculturalisme. Donc la gonzesse, finalement, elle a été payée à halluciner sur un truc, et c'est devenu une publication scientifique qui a été traînée dans la boue, dans les milieux scientifiques. Mais pendant ce temps-là, dans la tête du Pékin moyen, il a vu passer l'article dans un truc, voilà. Les Vikings ont été convertis par les bouillons. En gros, le Viking a brodé du Allah. Rien que ça, c'est du délire. Mais ça rejoint ce que tu viens de dire. C'est moi j'appelle ça la science sponsorisée. Mais il en va de même pour l'histoire de Toumaï, pour Lucie, pour tout ce délire. Il me semble quand même que la révolution, elle n'a pas tant aboli la tripartition de Tunisie, qu'elle a changé de religion. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, il y a toujours des seigneurs. Il y a toujours des, en fait, mais ils sont plus les mêmes. C'est surtout ça la différence. C'est-à-dire que la Révolution française, elle a aboli le christianisme en quelque sorte comme religion d'État. Ça s'est étendu. Et elle a prétendu mettre un État neutre. Ça, c'est ce qui nous est vendu. Sauf qu'en fait, cette neutralité, la laïcité. Il y a toujours une hiérarchie. Sur des idées, il ne peut pas y avoir de neutralité. Donc en fait, il y a un mensonge, c'est qu'on nous dit qu'il y a un État qui est philosophiquement neutre. C'est impossible. Il y a une philosophie masquée, sans être considérée spécialement. Non, mais c'est clair. Et bon, et en gros, c'est une guerre de civilisation. Et en gros, c'est vrai que c'est le judaïsme, c'est la revanche du judaïsme en quelque sorte, puisque on a derrière, on sait qu'on a la franc-maçonnerie, on sait que tous les rites de franc-maçon, c'est officiel, c'est des rites qui sont, c'est Hiram et compagnie, c'est les rites juifs. Donc en fait, on a un retour d'un certain judaïsme. Je dis retour, mais c'est le judaïsme moderne, parce que quand vous parliez du judaïsme ancien,
c'est pas le même non plus. Hein. C'est le judaïsme talmudique. C'est logique. Donc en fait, finalement, on a un changement de la religion. Quand on dit il y a plus de prêtres, effectivement, en apparence, c'est-à-dire qu'on a une société laïcisée. Mais en fait, on a toujours un discours religieux. Je veux dire, les médias c'est un peu caricatural ce que je dis, mais les médias, finalement, ils discours. Les nouveaux orateurs. Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, en fait, moi, pourquoi j'estime que c'est une disparition? Ok, c'est une mutation. Moi, je rejoins ce que tu dis complètement. Mais du coup, c'est une version corrompue de la tripartition. Inversé, en fait, c'est ceux qui. Donc, mon propos est là, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a essayé au Cercle Richelieu. On a mené une espèce d'expérience, essayer de trouver des bellatores, des oratores et des laboratores. On a trouvé des laboratores. On a trouvé des gens qui se prétendent bellatores, qui se prétendent. Parce que dans l'imaginaire du gosse de 20 ans, il se voit très bien en guerrier avec une épée. C'est génial. Si ça s'arrêtait là, bellatores, ça serait con. Bon. Mais au final, quand on regarde bien, on peut pas trouver des castes. Dans la société, les castes n'existent plus réellement. Enfin, elles ont été galvaudées. Alors, je suis d'accord. Les médias, ce sont les nouveaux oratores, ce sont les nouveaux prêtres. On peut estimer que le capitaine d'industrie, l'espèce de Drahi, etc., ce sont la nouvelle version du bellatores, puisque il défend son limès. Enfin voilà, on a, et puis bien sûr, il y a une grande masse de travailleurs esclaves qui ne sont plus les laboratores qu'on a connus avant, puisque un laboratore c'est pas un esclave, n'en déplaise aux autres. Donc oui, je suis d'accord, ça n'a pas disparu, mais enfin bon, est-ce que cette version-là est la bonne? Je suis pas sûr. Pour moi, ça équivaut à une disparition, mais oui, c'est une perversion complète et c'est la revanche de ces gens-là sur nous, finalement. Il y a un bouquin qui est chouette, ça c'est le livre noir de la Révolution française. C'est, je sais pas comment il s'appelle. Renaud? Non, c'est, attends, merde. Il y en a plusieurs. Bah, c'est pas, Enfin, c'est un ouvrage commun, en fait, avec plusieurs articles. Oui. Il y a un des articles qui commence en disant, la Révolution française, c'est l'ascenseur social, c'est la revanche du rat, quoi. Je dis pas que la Révolution française a été faite par les Juifs. Non, je suis d'accord. Mais c'est une revanche. Ils ont largement tiré parti. Et puis on oublie Luther et Pierre Calvin qui vont quand même. C'est quand même Luther qui va déréguler les taux. Enfin, c'est lui le gars en fait qui rentre de plein fer avec sa contestation et qui dit les prêtres et les artistes, j'avais lu une citation, les prêtres et les artistes c'est des nuisibles, ils servent à rien pour la société et en fait il faut absolument déréguler les taux, l'usure, etc. C'est parti, enfin c'est grâce à lui que tout ça arrive. Donc c'est vrai que le problème me semble pas être la banque, parce que la banque en soi, la monnaie. Mais le problème, c'est le pouvoir de la banque. Et c'est quand, effectivement, si les banquiers sont tellement puissants qu'ils commandent une nation, on a une inversion du pouvoir. Ça ne va nulle part, parce que l'anthropologie occidentale est devenue ultra matérialiste, parce que justement ils ont plus de spiritualité. Donc du coup, leur but ultime, c'est de consommer. Et si on magnifie le désir, même inconsciemment, forcément, la façon de transmettre les biens et les services, qui est l'argent, ça devient, c'est relégué au stade supérieur. Et donc forcément, les entreprises qui gèrent cet argent, c'est ces genres d'entreprises-là qui finissent par être en haut du pouvoir. Je crois que c'est à la suite de la bataille de Lépante, où ça c'était drôle, ça m'a fait rire. Les Turcs, en fait, réussissent à refinancer leur flotte, parce qu'ils ont perdu toute leur flotte, en 2 ans, et c'est financé par des banquiers juifs espagnols. Tiens. C'est super drôle. Oui. C'est une revanche à prendre. Mais les juifs, mais d'un autre côté, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, le pouvoir bancaire va se substituer au pouvoir terrestre, quoi. Parce que bon, je sais plus comment il s'appelait, ça devait être un Mourad, je sais pas combien, enfin, je m'en rappelle plus. De toute façon, les juifs, ils manquent jamais une occasion pour détruire la chrétienté, ça c'est sûr. Anaclète II, c'est un pape du 12e ou 13e siècle, qui était un Baruch Léoni. Ça c'est drôle. Mais même sur le pouvoir de l'argent, il y a eu une évolution en quelques siècles, parce que tu parlais de la République de Venise à un moment. Enfin, la banque moderne, elle est née dans les républiques, des villes italiennes, des marchands. Mais à la base,
En fait, c'est pas qu'ils étaient plus clean, mais en fait, quand ils finançaient un bateau, un navire, ils finançaient un navire en disant je finance le marchand pour aller chercher en Inde, donc il y a une prise de risque. Et au retour, je récupérais une partie. Donc, mesurer la prise de risque. Entre guillemets, il y avait un investissement par rapport à une estimation de la prise de risque, et au retour, entre-temps, le navire pouvait avoir fait naufrage. Au fil des siècles, il n'y a plus de prise de risque. Et c'est je finance et je récupère. Ça a aussi évolué. Tu vois l'émergence du droit romain qui commence à être mis de côté vis-à-vis du droit. Là, on va l'apprendre. Oui, là, c'est